Bonjour tout le monde, je m'appelle Meredith Bad et je suis la gestionnaire de la collection archivistique de l'Initiative du patrimoine queer du Nouveau-Brunswick. Par ailleurs, je travaille également comme archiviste aux archives provinciales du Nouveau-Brunswick. Aujourd'hui, je vous parle de l'histoire et de l'activisme queer au Nouveau-Brunswick et de la coalition du Nouveau-Brunswick pour la réforme des droits de la personne qui était active dans les années 1980 et qui a mené à des modifications aux lois provinciales afin d'y inclure l'orientation sexuelle en 1992. Ma présentation d'aujourd'hui sera suivie d'une conversation avec Hank Williams, militant pour les droits des personnes homosexuelles. C'est un plaisir d'animer cet échange pour la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick. Ainsi, les modifications visant à inclure l'orientation sexuelle dans la loi provinciale sur les droits de la personne ont permis d'instaurer des protections juridiques pour les lesbiennes, les gays et les bisexuels du Nouveau-Brunswick. Avant 1992, le fait d'être ouvertement homosexuel comportait le risque d'être licencié par un employeur, de se voir refuser un logement, d'être victime de violences et de faire l'objet de discrimination sans qu'il y ait de recours possible et sans protection contre ces comportements discriminatoires. Par exemple, l'un des articles que j'ai trouvé dans le cadre de mes recherches portait sur le chef de police de la région de Moncton. Interviewé dans cette coupure de journal datant de 1986, soit environ 6 ans avant que les protections provinciales ne soient mises en place pour interdire ce type de discrimination en milieu de travail. Le titre de cet article se lit comme suit, traduction, M. Kuhn et M. McGowan appuient les démarches visant à écarter les homosexuels des forces de police. Ce n'est qu'un exemple du rejet dont ces personnes faisaient l'objet et de la discrimination à leur endroit sur le marché du travail dans les années 1980 et même avant cette période. Je vous propose donc un aperçu de la coalition du Nouveau-Brunswick pour la réforme des droits de la personne qui a été mise sur pied en 1987 et puis qui de 1987 à 1992 a joué un rôle essentiel. Ce travail s'est fait sur plusieurs décennies et les protections dont nous jouissons aujourd'hui sont le fruit du travail des militants queer de toute la province qui faisaient partie de ce groupe. Un grand nombre des membres de la coalition provenaient d'autres groupes prônant l'émancipation gay, comme FLAG et Gays et lesbiennes de Moncton, GLM, mais j'y reviendrai dans une minute. Le logo choisi par la Coalition pour la réforme des droits de la personne était le triangle rose, un hommage aux personnes homosexuelles et aux hommes gays qui ont été emprisonnés et qui sont morts dans les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale en raison de leur sexualité et de la discrimination dont ils étaient victimes. Il s'agit d'un symbole très puissant que l'on retrouve dans le monde entier et qui a été particulièrement visible pendant la crise du sida. Le triangle rose pointant vers le bas est devenu un véritable symbole de résistance et de libération. Dans les années 1970 et 1980 au Canada atlantique, plusieurs organismes de libération des personnes homosexuelles voient le jour, dont Fredericton Lesbians and Gays, gays et lesbiennes de Fredericton, connu sous le nom de FLAG. Cet organisme, formé en 1979, est issu d'une autre organisation lancée par un certain Keith Sly en 1974, puis repris par Hal Hines, que l'on voit ici sur la photo. Hal était un militant de la première heure se portant à la défense des droits des gays et lesbiennes. Il a fondé FLAG un peu par hasard. Il a commencé à s'impliquer pour ensuite intensifier sa contribution. Il a participé à la fondation de SIDA Nouveau-Brunswick et de la Coalition pour la réforme des droits de la personne.
Flag a permis de créer un espace social queer essentiel et a aidé les personnes homosexuelles de la province à nouer des liens à une époque où il n'y avait pas encore de bars gays. Souvent, les gens venaient des quatre coins de la province pour se rejoindre à Fredericton ou se rendaient à Saint John pour participer à des fêtes organisées par des particuliers. Et nous avons recueilli des témoignages de personnes de Moncton, de la région de Moncton et de Saint John qui venaient à Fredericton pour participer aux soirées dansantes de Flag. À l'époque, la stigmatisation sociale empêchait les gens d'avoir des conversations ouvertes et honnêtes sur leur sexualité avec leur famille et leurs amis. La ligne téléphonique gérée par des bénévoles que l'on appelait Ligne Flag a vraiment aidé les personnes qui s'interrogeaient sur leur sexualité à se sentir moins isolées. Elles pouvaient ainsi parler avec les bénévoles qui répondaient aux appels. Je crois que Hal avait aménagé ce service chez lui. Hank pourra sans doute nous donner quelques renseignements à ce sujet plus tard. Mais Hal n'était pas qu'un botaniste et un professeur. Il a vraiment joué un rôle crucial au sein de la communauté queer et dans la mise en place et le fonctionnement de cette coalition. Ainsi, comme vous pouvez le constater, Flag a été créé vers la fin des années 1970 et très peu de temps après, en 1985, le premier bar gay ouvrira ses portes sous le nom de Dance Tracks. Il était situé juste à côté du pont de la rue Westmoreland. Flag n'avait plus autant besoin d'organiser des soirées dansantes et d'offrir des lieux d'échange. Ses organisateurs pouvaient ainsi se recentrer sur l'activisme politique et la lutte pour l'égalité des droits. C'est au cours de cette période de transition que la coalition a vu le jour. Des activistes de renom se sont alors fait connaître comme Francis Young, qui a fini par travailler pour la Commission des droits de la personne, mais qui était également bénévole pour Flag, et Claude Olivier, qui, je crois, a été l'un des premiers directeurs généraux de SIDA Nouveau-Brunswick et qui est devenu le porte-parole de la coalition, parce que son employeur en Alberta l'a congédié après avoir découvert son orientation sexuelle. Il a véritablement contribué à diriger ce mouvement. De nombreux Néo-Brunswickois homosexuels étaient frustrés de constater qu'il n'existait aucun recours ni aucune loi provinciale en matière de droits de la personne, incluant l'orientation sexuelle. À titre d'exemple, le Québec a apporté des modifications à ces lois en 1977, l'Ontario en 1986, le Manitoba en 1987 et même le Yukon également en 1987. Nous avons donc eu l'impression que nous pouvions, nous aussi, prendre position et faire partie du changement. Une opinion que nous étions nombreux à partager. Comme je l'ai mentionné, il y avait beaucoup d'autres groupes. Il n'y avait donc pas que Flag qui traversait une période de transition à la fin des années 1980. En fait, GLM et un autre groupe appelé Lagos SG, Lesbian and Gay Organization of Saint John, actif du milieu à la fin des années 1980, commençait à s'essouffler. De nombreux membres de ces organisations étaient également très actifs en signant des pétitions, mais ils y jouaient un rôle assez modeste. Ils signaient des pétitions et des mémoires et assistaient parfois à différents rassemblements ou d'autres activités. Dans un des bulletins ou magazines de GLM, comme News Gays and Lesbians of Moncton, en date de février 1989, on y parle des 160 lettres envoyées pour obtenir de la documentation en appui à d'autres organismes.
De nombreux membres de la coalition ont participé à cette démarche, notamment Noëlla Richard, membre du conseil d'administration, qui a traduit certains des documents utilisés par la coalition du Nouveau-Brunswick pour la réforme des droits de la personne. On distribuait également différentes publications, comme Straight Talk About Gay Rights, La vérité sur les droits des gays, qui date, je crois, de 1990 et dont le but était d'informer les lecteurs et de briser de nombreux mythes sur les personnes homosexuelles. Le groupe a donc réussi à faire pression sur le gouvernement libéral de l'époque dirigé par le premier ministre Frank McKenna, et Frank McKenna a nommé l'ombudsman provincial et l'avocat local de Fredericton, Charles Fears, pour diriger cette réforme dans les années 1990. Bien entendu, tout cela s'est déroulé dans un climat particulier. Il n'y avait pas que la pression exercée par cette communauté. En fait, cette pression montait pour plusieurs raisons différentes. En effet, la crise du VIH-Sida suscitait encore beaucoup de craintes dans l'opinion publique et entraînait la stigmatisation des personnes malades. Ce n'était pas tout à fait nouveau. On voyait ça depuis le début des années 1980, mais il y avait en cours beaucoup de discrimination sur les lieux de travail. Il y avait des attaques homophones. Nous avons assisté, et les coupures de journaux l'attestent, à des agressions sur les verts à Fredericton et à d'autres endroits vers la fin des années 1990 et au début des années 2000. Et Ferris a donc fini par rédiger un rapport intitulé Towards a World Family, vers une famille mondiale, dans lequel il demande que des modifications soient apportées aux lois de la province en matière de droits de la personne. Et dans ce rapport, on ne visait pas uniquement les personnes LGBTQ, il y avait d'autres enjeux liés aux familles monoparentales et d'autres propositions. Mais à cette époque, dans les années 1990, il s'agissait essentiellement d'inclure l'orientation sexuelle dans les lois. La coalition du Nouveau-Brunswick pour la réforme des droits de la personne a donc produit un mémoire et demandé qu'il soit présenté au comité permanent responsable de modifier les lois à l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick afin que l'on réponde à la question posée dans le rapport Ferris: qui sommes-nous? Nous sommes vos fils et vos filles, vos sœurs et vos frères, vos collègues, vos amis et vos proches. Au Nouveau-Brunswick, comme partout ailleurs, nous appartenons à toutes les classes économiques et à tous les groupes raciaux, religieux, culturels et politiques. La plupart d'entre nous sont très discrets sur leur orientation sexuelle afin d'éviter la discrimination et le rejet. La personne gay typique ne peut pas être identifiée par son comportement, ses vêtements ou sa profession. Ainsi, une fois de plus, il s'agissait de briser les mythes entourant la communauté queer. Le comité a alors décidé de tenir des audiences. Et c'était au comité d'Assemblée législative. Elles ont eu lieu en 1991 et exposaient la partie du mémoire que je viens de lire. Il s'agissait d'un document de 20 pages, je crois, qui couvrait les conditions de vie des personnes queer dans la province, les lesbiennes, les gays, les bisexuels, étant à l'époque les termes que l'on utilisait et que l'on regroupe aujourd'hui sous le terme queer. Le mémoire a permis de dissiper de nombreux mythes sur les relations entre personnes de même sexe, sur les mauvais traitements infligés aux enfants, sur la santé mentale et sur les préjugés. Certaines des statistiques exposées dans ce document montraient que sur 50 000 adultes néo-brunswickois queer, 80% disaient avoir subi de la violence et de la discrimination en raison de leur orientation sexuelle au moment d'accéder à un service public. Et cet autre document ici est en fait le communiqué de presse du mémoire qui allait être présenté.
Hélas, ces modifications ont été freinées par plusieurs facteurs, dont les élections provinciales de 1991, sans oublier une certaine controverse avant que les modifications ne soient adoptées, impliquant notamment un membre du Confederation of Regions Party, Core Party, un autre parti conservateur actif au Nouveau-Brunswick dans les années 1990. Un de ses membres, Craig Hargrove, s'était fermement opposé aux modifications et avait même déclaré qu'il permettait aux hommes d'épouser du bétail, ce qui était évidemment faux. Ces propos ont été publiés dans le Telegraph en mai 1992. Ce n'est qu'au printemps 1992 que le ministre du Travail du gouvernement libéral, Vaughan Blaney, a présenté un projet de loi visant à interdire la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. Ce projet de loi a été adopté par 34 députés. Les 8 députés du Core Party ont voté contre ce projet de loi, faisant ainsi du Nouveau-Brunswick la 5e province à interdire la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. Avec l'adoption du projet de loi C-33 en 1996 au niveau fédéral, la loi canadienne sur les droits de la personne a été modifiée de manière à interdire la discrimination à l'égard des gays, des lesbiennes et des bisexuels à l'échelle fédérale. Et voici une photo que j'aime beaucoup et où on peut voir plusieurs membres de la coalition réunis. La légende de cette photo que Hank nous a gracieusement offerte se lit comme suit. It passed, c'est d'adopter. Je pense que cette photo a été prise après l'adoption du projet de loi le 13 mai 1992. Les membres de la coalition étaient Hank Williams, Leanne Target, Claude Olivier, Hal Hines et Francis Young. En ce qui concerne la protection de l'identité de genre, elle interviendra beaucoup plus tard, en 2017. De nombreuses personnes ont milité en ce sens, notamment Michelle Laird, qui a créé le groupe UBU Athletic de la région de Moncton et de Sackville. Et oui, les protections pour les personnes trans et issues de la diversité sexuelle sont entrées en vigueur en 2017. Cela fait donc assez peu de temps que nous disposons de ces protections. Force est de reconnaître que nous avons une énorme dette envers les militants qui se sont battus au cours des dernières années pour élargir la portée de la loi sur les droits de la personne et pour la protection de notre orientation sexuelle, mais aussi notre identité de genre. Il faut noter que même si nous bénéficions de protection dans notre milieu de travail et pour ce qui est de l'accès aux services publics, il n'en reste pas moins que nos droits sont parfois encore bafoués. Mais heureusement, en cas de violation de nos droits, nous pouvons nous adresser à la Commission des droits de la personne et déposer une plainte. Les jeunes queers de la province font toujours face à des milieux familiaux hostiles, à la discrimination à l'école et en particulier dans les communautés rurales où il y a un manque réel d'accès à des services de soutien et à des soins d'affirmation de genre. Ces dernières années, de nombreux Néo-Brunswickois ont également été soumis à des thérapies de conversion qui sont devenues illégales au Canada avec l'adoption du projet de loi C4 en janvier 2022. Cependant, cela ne met pas forcément fin à ces pratiques dans certaines communautés, même si c'est illégal et qu'il y a maintenant des recours pour les interdire. Voilà donc où en sont les choses depuis l'adoption des modifications il y a 32 ans. Je vais maintenant donner la parole à Hank pour que nous puissions discuter un peu plus de ses réflexions sur la coalition et sur son travail. C'est donc ainsi que se terminent mes diapositives.
Bienvenue, Hank. Je me demandais si vous pouviez commencer par nous parler un peu de votre passé et de ce qui vous a amené à militer au sein de la communauté LGBTQ. Je m'appelle Hank Williams. Je n'ai pas été nommé ainsi en l'honneur du chanteur. Je me suis impliquée principalement parce que j'avais un frère jumeau qui était également gay. Il vivait à Atlanta et je voulais essayer, je dirais pas de l'imiter, mais je voulais m'impliquer parce que cela me semblait être quelque chose qui en valait la peine. J'étais enseignant au secondaire et je ne sais pas très bien si quelqu'un a chuchoté dans mon dos « Oh, il est gay », je n'en sais rien. Et en fait, ça ne m'a pas vraiment embêté, mais cela a fini par se savoir et c'était avant que les modifications ne soient adoptées. En dépit du fait que j'aurais pu perdre mon emploi et tout le reste, les gens ont soit compris ma situation ou s'en fichaient complètement, sans doute en raison du fait que j'enseignais dans cette école depuis déjà longtemps. Et j'en ai profité pour repousser les limites en quelque sorte. Je m'adressais aux étudiants à UNB. Sandy Byers donnait un cours sur l'éducation sexuelle. Sans me donner un titre officiel, on me demandait de venir parler à un groupe sur le fait d'être gay. C'était un sentiment très libérateur. Je ne sais pas quoi d'autre dire. Pendant que vous présentiez FLAG et la réforme des droits de la personne, j'ai pensé à une autre chose que j'aimerais ajouter. C'est un sujet qui me tient à cœur, comme vous pouvez l'entendre dans ma voix. En plus de tout ce qui se passait au Nouveau-Brunswick, dans le nord du Maine, il y avait un groupe qui s'appelait Northern Lambda Noir et qui était dirigé par Dick Harrison et son partenaire Phil Bushy. Ils ont fait pour le nord du Maine ce que nous essayons de faire ici. La raison pour laquelle je suis si émue, c'est que Phil vient tout juste de mourir et je veux que tout le monde sache exactement ce que lui, Dick et tous les autres représentaient pour les habitants du nord du Maine. Le nom du groupe était Northern Lambda Nord avec une touche de français pour faire plaisir aux nombreux francophones de sa région. Et je tiens à souligner le travail formidable de ses membres. J'ai refusé de me taire à leur sujet parce qu'ils ont été très importants pour nous. Je vais essayer de me remettre de mes émotions. Oui, prenez votre temps, Hank, mais c'est fascinant. En fait, j'ignorais que Northern Lambda Nord avait servi de modèle à FLAG. Je sais que les deux groupes étaient très liés, qu'ils avaient plusieurs membres en commun et qu'ils étaient actifs à la même époque. Et je pense qu'en fait, Northern Lambda Nord a survécu encore plus longtemps. Mais il est intéressant de constater que ces groupes ont vraiment servi de modèle. Très probablement, en fait, le dirigeant de Northern Lambda Nord voulait que le Maine adopte le projet de loi sur les droits des homosexuels et ce fut un long combat. Et ce qu'il y a de bien avec cet activisme, c'est que dans le comté d'Aroostook en particulier, ce qui est une région rurale, il était pratiquement impossible pour les gens de se réunir. Il n'y avait pas de bar, rien de tel. Mais ils ont pu créer l'environnement social que tous espéraient, tout comme l'a fait FLAG, et ce jusqu'à ce qu'un bar ouvre ses portes et que ces groupes puissent se concentrer sur le volet politique de leur cause. C'est pourquoi il est important de se souvenir d'eux. Certainement. Certainement.
Alors, vous avez donc grandi à Alabama. Oui, j'ai grandi en Alabama et vous êtes arrivé au Nouveau-Brunswick au début des années 1970. Quelles ont été vos premières expériences dans la ville en tant que personne ouvertement homosexuelle? Pour être honnête avec vous, je ne me souviens pas du moment où j'ai dévoilé mon orientation sexuelle, c'est-à-dire en 1984. Je me ne souviens pas d'avoir eu de problème particulier. Il faut dire que je n'ai pas crié sur les toits, pour ainsi dire. Ce qui est assez étrange, c'est que les gens parlent d'agression verbale ou physique. La seule fois où j'ai été victime d'une agression physique, c'était à Bangor, dans le Maine, où l'on m'a attaqué. C'est une histoire entièrement différente parce qu'elle mène à l'histoire de Charlie, dont j'ai oublié le nom complet. À Bangor, un homme a été attaqué et assassiné. Ses agresseurs l'ont jeté dans le ruisseau Kennesaw et il s'est noyé. Je ne pense pas que la même chose aurait pu m'arriver, mais il s'est avéré que ses agresseurs étaient les mêmes que les miens. Je n'ai donc jamais eu ce que je considère comme étant une mauvaise expérience ici, si ce n'est une fois où je me suis retrouvée aux urgences pour une raison obscure. Je ne me souviens pas comment l'infirmière l'a su ou découvert, mais elle l'a mentionné au médecin. Elle lui a dit, alors qu'il se trouvait de l'autre côté de la pièce, vous feriez mieux de faire attention à lui parce qu'il est, vous savez. Et le médecin l'a sévèrement rabroué. Je n'avais jamais vu ça. Alors non, je n'ai pas éprouvé les problèmes que d'autres ont rapportés. En quelle année cela s'est-il produit? Vous vous en souvenez-vous? Je suis curieuse. Eh bien, j'habitais alors avec Claude Olivier et il a déménagé en 1994. Cela aurait donc bien pu se produire à l'époque où la Commission des droits de la personne, à l'époque où la loi a été modifiée. Mais ce n'est peut-être qu'une coïncidence, car j'ai l'impression que cette personne n'a pas vraiment compris toutes les ramifications de cette affaire. Sinon, si cela s'était produit plus tard, j'aurais pu dénoncer cette infirmière, je suppose. Mais je pense que cet incident est survenu à peu près au moment où les modifications ont été adoptées. D'après vos souvenirs, quels étaient les défis les plus pressants de la coalition lorsqu'elle a fait pression sur le gouvernement pour inclure l'orientation sexuelle à la loi sur les droits de la personne? Il me vient à l'esprit peut-être une ou deux choses. Le temps que je dise la première, j'oublierai probablement ce qu'était la seconde, mais si je me souviens bien, la coalition a été créée parce que les danses organisées par Flag étaient en perte de vitesse. Nous n'avions tout simplement plus assez de participants. Les gens venaient la soirée, ils restaient environ 1 heure, ensuite ils allaient au club. Finalement, on s'est dit, on n'arrive même pas à couvrir nos frais avec ces soirées. Si je me souviens bien, nous avons convoqué les membres dans mon salon. Je pense que c'était en janvier 1988, mais je peux me tromper. Et Claude s'est impliqué cette fois-là. Il est arrivé ici probablement en 1990 ou 1991, je n'en suis pas certain, mais il est venu ici parce qu'il était directeur. Je ne me souviens pas exactement de son titre au sein de SIDA Nouveau-Brunswick, mais on peut dire qu'il a aidé à fonder cet organisme. Et il possédait une mine d'informations et une grande expertise sur la façon de faire avancer les choses. Mais je me souviens, entre autres, qu'il a rédigé une proposition. Je pense qu'elle était adressée au Chicago Resource Center, mais je n'en suis pas sûre. Et c'était pour une étude à réaliser dans les écoles
du Nouveau-Brunswick, je crois. Cette proposition lui a permis d'obtenir une subvention. Il s'agissait peut-être d'une subvention fédérale. Nous avons embauché Leanne Target, qui était étudiante en travail social à l'époque. Elle a élaboré non pas une proposition, mais plutôt une enquête ou un genre de sondage. Et cela a été publié et cela avait l'air très professionnel. Je me souviens d'avoir été très impressionnée. L'idée générale était d'imprimer cette enquête et de l'envoyer à tous les conseillers en orientation de la province. J'ai souvenir de m'être fait cette réflexion. Je me demande combien de personnes vont faire disparaître ce document au fond d'un tiroir ou d'une armoire. Il ne verra jamais la lumière du jour. Mais c'était un pari que nous devions faire, un des risques que nous devions prendre. Une autre chose que vous avez déjà abordée, c'était la réaction du Core Party. Si je me souviens bien, ce parti a été élu parce que je ne sais pas si je peux dire cela sans froisser quelques personnes, mais il m'a toujours semblé que le parti était très anti-bilingue, n'est-ce pas? Et par conséquent, ses membres se sont révélés plus conservateurs que les conservateurs. Cela n'a donc pas été une surprise quand ils l'ont admis sans détour. Mais en même temps, je me suis dit, vous pouvez dire ce que vous voulez sur la ruralité de notre province et tout cela, mais nous avons Ryan de notre côté et les résidents de la province l'ont compris. Et c'est ainsi que ces modifications ont été adoptées. Je ne me suis pas sentie menacée à cette époque, car comme je l'ai dit, j'étais déjà sortie du placard et j'étais très en vue, même si je n'en ai jamais parlé ouvertement à l'école ou ailleurs, mais les gens savaient. Alors je n'ai pas été véritablement témoin de l'efficacité de ces nouvelles dispositions, du moins au début. J'ai maintenant 75 ans quand je vois que cela fait 40 ans que j'ai dévoilé mon orientation sexuelle et que tout cela s'est produit il y a une bonne trentaine d'années et je vois bien que l'on forme des clubs dans les écoles et un peu partout, mais force est de constater qu'il y a encore de la discrimination. Je sais qu'il y a encore des enfants qui aimeraient rejoindre ces clubs, mais ces progrès sont à des années-lumière de ce que j'aurais pu imaginer. Alors je crois que nous avons fait du bon travail. Voilà une bonne façon de le dire et bien sûr, en tant qu'enseignant, vous avez dû être témoin de tous ces progrès. Je me souviens vous avoir demandé dans le cadre de projets antérieurs que nous avons menés ensemble si vous connaissiez des enseignants qui vous ont traité de façon discriminatoire. Si mes souvenirs sont bons, il me semble que vous m'aviez dit n'avoir jamais fait l'objet de discrimination en salle de classe. La seule discrimination que j'ai subie se résumait à des remarques sarcastiques de la part de certains élèves qui espéraient que je les entende. Mais en même temps, je ne suis pas certain qu'ils le voulaient tant que cela. Je me souviens que 2 parents sont venus me voir et la mère a employé une expression connue en Alabama pour désigner un petit morveux, soit membre de Satan, limb of Satan. Elle avait 2 enfants qui mettaient ma patience à rude épreuve et elle était très indignée. Elle m'a dit, mes fils m'ont dit qu'ils vous respecteraient beaucoup plus si vous étiez honnête sur votre orientation. Je lui ai répondu, en ce qui concerne, cela ne vous regarde pas et ce ne sont pas de leur affaire non plus. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et le parent suivant, lors de la rencontre enseignant-parent, m'a dit qu'elle étudiait en travail social. Elle m'a dit qu'elle savait que j'étais gay. Elle a ajouté, « Mon mari n'arrête pas de me dire, tu sais, il y a quelque chose de différent chez lui. Je n'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais il y a quelque chose de différent. » Et elle m'a avoué ne pas savoir quoi lui répondre. Ensuite, elle m'a dit qu'en sortant de la voiture ce soir-là, il s'est écrié, « Je sais, il vient des États-Unis. » Je me suis dit que cela devrait suffire à satisfaire sa curiosité. Quelle excellente anecdote! J'ai aussi une étudiante à qui je parlais un jour de politique américaine et je lui ai dit
Il faut vraiment que je demande mon bulletin de vote. Et elle de me répondre, pourquoi voulez-vous obtenir un bulletin de vote? Parce que je suis citoyen américain, lui ai-je répondu. Elle m'a ensuite fait cette observation étonnante. Je pensais que vous veniez de France. Après être revenu de mon étonnement, j'ai dû lui expliquer certaines choses. Depuis que je suis à la retraite, j'ai rencontré au moins 25 ou 30 élèves qui m'ont dévoilé leur homosexualité à l'âge adulte. Et ça, j'en suis très, très heureux. Oui, sans doute. Et c'est aussi formidable qu'il soit à l'aise de vous faire cette confidence. L'un d'entre eux m'a dit, et c'était il y a 15 ans, je crois, en le croisant dans la rue, il m'a dit, vous ne vous souvenez pas de moi. Il m'a dit son nom. J'ai répondu, oh oui, je me souviens très bien de toi parce que tu étais un enfant charmant. Il m'a alors confié, je veux que vous sachiez que vous avez aidé beaucoup d'élèves, plus que vous ne pensez. Ça m'a beaucoup touché. C'est en effet très touchant. Nous avons parlé un peu du contexte du monde vers la fin des années 1980 et au début des années 1990. Je voudrais maintenant parler brièvement des membres de l'organisation. J'ai beaucoup parlé de la coalition avec d'autres personnes que j'ai interviewées. On m'a dit qu'il s'agissait d'un groupe au mandat plutôt symbolique en raison du type de travail que l'on y accomplissait. Mais on m'a aussi dit qu'il y a eu des réunions de haut niveau. Est-ce qu'on a tenté de lancer des campagnes de collecte de fonds et comment s'y prenait-on pour exercer des pressions sur différentes instances? S'agissait-il surtout d'écrire des lettres et qui était à la tête de ces campagnes? Si mes souvenirs sont bons, nous avons en effet dirigé des collectes de fonds. Je me souviens d'une vente débarras qui m'a semblé durer une éternité. Un autre événement du genre s'est tenu chez quelqu'un qui avait une collection de disques vinyles. Il m'a dit que nous pouvions les vendre. Je lui ai répondu, bien sûr, si vous voulez vous en débarrasser, nous les vendions dessous le disque. Et il y en avait 900. Je ne vous cacherai pas que la vente a connu un succès mitigé parce que nous n'avons récolté que 90 sous. Ce sont des choses qui vous restent à l'esprit. Il s'agissait surtout d'écrire des lettres et d'organiser des réunions, mais je ne me souviens de n'avoir rencontré que 2 personnes, notamment Charles Ferris parce qu'il allait à la cathédrale et que nous sommes devenus de très bons amis. Mais je ne pense pas l'avoir rencontré avant cela. Il a été très très aimable et c'est ainsi que nous sommes restés en bons termes. Claude a joué un rôle important, tout comme Hal, parce que tous les deux savaient ce qu'il fallait faire. Pendant très longtemps, nous ne pouvions rien publier dans le Gleaner parce que l'éditeur s'y opposait. Je ne me souviens pas si nous avons réussi à le convaincre, mais une fois les modifications adoptées, il n'était plus vraiment nécessaire de le faire. Oui, en effet. Et on obtient beaucoup de publicité gratuite lorsqu'on publie des articles comme celui que vous nous avez montré affirmant que les hommes pourraient épouser leur bétail. Cela en dit long sur ce genre de choses. Oui, vous souvenez-vous de la réaction à ce commentaire? Nous l'avons évidemment vu dans le journal, mais j'ai entendu cette histoire, mais je ne sais pas si elle est totalement vraie. Eh bien, il semblerait que le jour suivant, quelqu'un de l'Assemblée législative, que je ne nommerai pas, a rempli d'hélium un ballon gonflable représentant un mouton grandeur nature et l'a fait flotter devant les fenêtres de l'Assemblée pendant qu'un député expliquait que cela allait détruire la famille et tout le reste. J'aimerais bien croire que cela s'est réellement produit. C'est la première fois que j'entends parler de cela, mais si c'est vrai, quelle histoire incroyable. Oui. Excellent. Alors, pour ma dernière question, quelles sont les choses qui ont changé selon vous? Quels sont les aspects que nous devrions améliorer? Comme vous l'avez dit, et je ne veux pas vous renvoyer à votre âge, mais comme vous l'avez mentionné plus tôt, fort de vos 75 années d'expérience et de connaissances, quelles sont vos réflexions sur ce qui a été réalisé depuis tout ce temps? Eh bien, pour ce qui est du positif, nous avons la parade de la fierté gay.
Je suis très fière de dire que j'ai été choisie pour être le chef de la toute première parade. Mais j'ai vécu une situation où une personne m'a avoué qu'elle avait beaucoup d'homophobie intériorisée. Je suppose qu'elle avait très peur d'être dénoncée parce qu'elle me connaissait. Alors j'ai reculé, j'ai refusé le titre, mais je me suis rattrapée 2 ans plus tard. Donc tout est bien qui finit bien. Alors nous avons la parade de la fierté gay, nous avons obtenu beaucoup de soutien à cet égard. Maintenant, en ce qui a trait au travail avec l'Église, je suis déçue que nous n'ayons pas fait de percée au sein de certaines églises. Ma propre église, l'Église anglicane, a été très accueillante, tout comme l'Église unie. Il ne m'appartient pas de dire à une personne d'une autre confession ce qu'elle devrait faire. J'ai mes opinions. Mais vous savez, tout cela reste entre soi et sa conscience. Mais je suis heureux de voir que des mariages sont célébrés dans certaines églises. L'aspect religieux reste très, très important pour de nombreuses personnes. C'est très vrai. Oui, à cet égard, nous n'avons pas obtenu les succès espérés. Mais encore une fois, je ne peux pas faire la leçon à quelqu'un sur sa conscience ou ses sentiments. Alors, non, et la protection de la religion, c'est un tout autre dossier, n'est-ce pas? Exactement. Les gens ne devraient pas non plus faire l'objet de discrimination fondée sur leur foi religieuse. Tout ce que nous pouvons faire, c'est prier pour eux. Oui, c'est un très bon point. Oui, et cela reste très intéressant. Toutes ces différentes... Et je suis également ravie de voir, comme je l'ai dit, qu'il y a des clubs dans les écoles. Voilà un résultat que je considère très positif. Désolée de vous interrompre. Non, non, pas de problème. Et il suffit de voir les changements dans l'acceptation au fil du temps et les gens, comme beaucoup d'activistes queer, dans le cadre de leurs autres activités bénévoles, avaient des liens étroits avec l'Église unie ou l'Église anglicane ou d'autres confessions. L'Église unitarienne a également offert un espace sécuritaire aux personnes homosexuelles pour qu'elles puissent se rencontrer et elle a été l'une des premières, bien avant les autres. Exactement. Je crois que je vais m'arrêter là, Hank, mais je vous remercie pour le temps que vous m'avez consacré, pour vos connaissances et pour votre activisme. En tant que jeune personne, je travaille pour le gouvernement provincial et je fais ce travail du bénévolat dans la communauté et je peux me déplacer beaucoup plus facilement et accéder à tous les services de base auxquels j'ai droit en tant qu'être humain parce que mon orientation et mon identité sont protégées et je vous en suis très reconnaissante. C'est grâce à des gens comme vous et à tous les membres de la Coalition du Nouveau-Brunswick pour les droits de la personne. Je pense qu'il est très important que nous comprenions tous l'importance de cette protection. Alors, merci. Merci de m'avoir montré cette photo prise le jour de l'adoption des modifications. J'avais oublié cette coupe de cheveux. Je me suis sérieusement demandé qui était cette personne. Il a un verre de vin rouge à la main, ce n'a pu être que moi. Excellent. Merci. Formidable. Merci.